Flore, vous m'avez pas donné de titre, seulement le résumé vous donnerai donc le titre au moment de votre intervention. Mais ce qui vous intéresse, c'est la place qu'occupent les objets africains et afro-diasporiques dans les sociétés caribéennes. Donc vous interrogez, vous dites leur présence, absence et leurs conditions d'accessibilité. Vous mobilisez des régimes donc de visibilité, de lisibilité et d'empêchement. Vous êtes en train de réaliser des enquêtes donc sur les terrains martiniquais, barbadiens, et vous analysez donc des objets archéologiques qui vous amènent, dites-vous, à envisager les objets en tant que support actif de production de savoir. Votre recherche donc doctorale introduit également la notion de densité épistémologique qui permet de penser les objets comme des structures complexes possédant plusieurs niveaux de connaissance. Et en fait, vous voulez aussi aborder dans votre étude une réflexion plus large sur l'épistémologie et les épistémologies du Sud, en montrant que les objets peuvent constituer des opérateurs de restauration et de régénération épistémique dans des contextes donc, qui sont marqués par l'histoire coloniale. Et donc, je vois votre titre qui apparaît. Fascinante. Voilà, et je vous laisse donc indiquer votre plan, ça vous donnera plus de temps pour l'intervention. Ok, je vous remercie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Le titre de mon intervention, c'est les objets africains et afro-diasporiques dans les sociétés caribéennes post-esclavagistes, présence, absence, circulation et savoir. Donc, je mène cette thèse depuis 3 ans et je suis sous la direction du professeur Alao et de Madame Donatien qui est professeure à l'Université des Antilles de la Martinique. Donc, dans ma thèse, ma problématique est que révèle la présence, l'absence, la transformation et la circulation des objets africains et afro-diasporiques sur les rapports des sociétés caribéennes à l'histoire, à la mémoire, à l'identité et au savoir. Donc, travailler sur les objets m'a conduite à observer l'histoire en elle-même, mais aussi les formes contemporaines de relation à cette histoire. Donc, ces contextes particuliers des objets donnent à voir des régimes de mémoire, des formes de valorisation, mais aussi des formes de mise à distance à l'œuvre dans les sociétés caribéennes post-esclavagistes. Donc, mes hypothèses sont au nombre de 4. La première, les formes de présence et d'absence des objets varient selon les territoires et alors, j'arrive pas à voir parce qu'il y a, voilà, et révèlent des rapports différenciés à l'histoire. Les objets participent à l'organisation et à la transmission des savoirs. Les objets recréés permettent de comprendre les continuités et les recompositions afro-diasporiques. Et la dernière, la visibilité, la lisibilité et l'accessibilité des objets conditionnent leur existence en tant que porteurs de savoir. Cette dernière hypothèse a émergé au fur et à mesure de l'analyse et du terrain. Au niveau de la méthodologie de la recherche, cette étude s'inscrit à la croisée de la culture matérielle, de l'anthropologie historique et des études afro-diasporiques. Donc, il y a des auteurs clés pour penser les objets, par exemple Laurier, Turgeon, Tim Ingold. Pour les enjeux historiques, mémoriels et les silences, Michel Fruv-Trouillot, Chivalon, pour analyser les objets, leur continuité afro-diasporique, leurs formes visuelles, rituelles et matérielles, Robert Paris Thompson ou encore Cécile Froment, pour analyser les enjeux muséaux, Alessandra Cummins et Jay Aviser et Jérôme Handler sont deux références de l'archéologie diasporique. La partie de la recherche empirique repose sur des enquêtes de terrain, des entretiens, des observations dans des lieux d'interprétation. Mon étude se porte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur deux terrains d'études, la Barbade et la Martinique, mais des éléments que j'ai observés dans d'autres espaces caribés, dans d'autres espaces
muséaux ou quotidiens en Amérique, en Europe ou dans d'autres territoires de la Caraïbe viennent enrichir la réflexion. Mon point de départ initial a été une recherche centrée sur les objets anciens africains que j'entendais initialement de manière assez large, comme des objets renvoyant à une africanité à travers des formes, des symboles ou des références culturelles. Et plus tard, cette définition s'est affinée. J'ai donc commencé cette enquête en Martinique en essayant d'identifier la présence de ces objets, notamment dans les institutions culturelles et les espaces publics. Il s'est révélé que leur existence est réelle, mais leur présentation est ponctuelle, souvent limitée à des initiatives temporaires, comme c'est le cas avec l'exposition de la Fondation Dapper en 2018, comme vous pouvez le voir sur la photo. Les recherches ont montré qu'il n'existe pas de politique institutionnelle durable d'introduction ou de valorisation d'objets africains importés, et c'est à partir de ce constat que j'ai été amenée à préciser ma définition initiale. Donc en fait, j'ai fait la différence entre les artefacts africains importés, c'est-à-dire des produits sur le continent africain et introduits dans la Caraïbe, et d'autre part, les objets recréés, transformés ou réappropriés localement qui mobilisent des références africaines sans être des objets africains au sens strict. Je donnerai des exemples plus tard dans la présentation. Cette distinction est essentielle car elle permet d'éviter une confusion entre origine et référence et elle permet d'introduire la notion de transformation et aussi de mieux comprendre la manière dont les sociétés caribéennes se rapportent à l'histoire, à la mémoire et à l'identité à travers les objets. L'ouverture comparative avec des régimes de présence différenciés. Ce premier terrain m'a conduite à m'interroger sur ce qu'il en était pour d'autres territoires caribéens. Dans plusieurs espaces anglophones et hispanophones, on observe en effet une présence plus affirmée d'objets africains dans les institutions muséales. En Jamaïque, par exemple, le Musée national des artefacts le Musée national conserve des artefacts africains, dont certains ont été introduits par des dons diplomatiques, comme vous voyez sur la première photo, le bol d'offrande de cola. À Cuba, la Casa de Africa constitue également un espace qui conserve et valorise ces objets. De même, à la Barbade, le Barbados Museum and Historical Society présente des collections qui incluent des objets africains ainsi que des artefacts associés aux populations esclavagisées importées en partie d'Afrique. C'est donc dans cette perspective comparative que j'ai choisi de travailler après la Martinique sur la Barbade, où les formes de présence et de valorisation des objets africains apparaissent différents et donc offrent un contraste très éclairant. Donc, comme nous l'avons vu, nous trouvons très peu d'artefacts africains présentés en Martinique et en Guadeloupe. Cependant, cette absence institutionnelle ne permet pas de conclure à une absence de matérialité africaine. En effet, celle-ci se manifeste à travers des objets recréés, transformés ou adaptés localement qui témoignent de continuité culturelle et technique. Ces formes de matérialité s'inscrivent en grande partie dans des espaces domestiques, artisanaux ou artistiques, où elles participent à la vie sociale sans nécessairement être institutionnalisées. On peut citer par exemple le tiban, dont certaines formes peuvent être rapprochées du bangui présent en Guyane ou au Suriname. Donc le tiban, première photo, bangui, deuxième photo. Et le bangui, c'est des objets qui ont été façonnés par les marrons, par des descendants marrons. Donc les marrons, ce sont les populations africaines qui se sont échappées des plantations. Dans le contexte antillais, les formes ont été simplifiées. Voilà. Donc souvent, ces objets sont pris dans des processus de dilution qui transforment à la fois leur forme et leur statut symbolique.
notamment dans les manières d'habiter, de décorer ou de transmettre les savoirs. Donc, cela peut contribuer à une forme de reconfiguration des références africaines qui deviennent moins explicitement identifiées comme telles. Sur le plan artistique, elle constitue aussi un espace de réactivation. En Martinique, on a les artistes, par exemple, on a les artistes Victor Anissé ou René Louise qui mobilisent ce type de forme, des matériaux, des symboles en lien avec les héritages africains et qui incorporent ces démarches dans des mouvements artistiques tels que le groupe très connu aux Antilles, Fromager. Donc sur la troisième photo, on voit une des œuvres de René Louise, Quintessence, et il reprend là la forme d'un plateau divinatoire Yoruba. Donc Yoruba, culture, une des cultures du Nigeria actuel, et il y ajoute des éléments afro-diasporiques comme le coutelas de l'habitation qui était utilisé par les personnes esclavagisées. Donc, par ailleurs, les continuités matérielles ne relèvent pas uniquement d'héritages acquis dans le passé. On observe aujourd'hui des formes de circulation contemporaine entre l'Afrique et la Caraïbe, notamment à travers des voyages d'afro-descendants vers le continent africain, au cours desquels certains particuliers vont acquérir des objets, des savoir-faire ou des références culturelles. À la Barbade, par exemple, on a le cas du travail d'Ireka Djelani qui illustre cette mouvance. En apprenant et en réintroduisant des techniques de vannerie apprises au Ghana, elle les retransmet lors de cours, d'ateliers ou d'expositions. Sa démarche participe à un processus de réactivation consciente de savoir et aussi vient enrichir et complexifier les formes de présence matérielle de l'Afrique dans cette région. Donc, toutefois, ces formes de présence restent largement sous-valorisées dans les cadres institutionnels et discursifs, en particulier en Martinique et en Guadeloupe. Dans les inventaires, les discours muséaux ou les médiations culturelles, les références à une origine ou à une continuité africaine sont rarement explicitées, contrairement à ce que l'on observe pour des objets associés à des héritages européens ou amérindiens. Donc, cette absence de nomination participe d'un défaut de lisibilité. Des objets sont présents, mais ils ne sont pas identifiés comme porteurs d'une histoire ou d'un savoir africain. Ainsi, l'enjeu ne concerne pas seulement la présence matérielle des objets, mais leur reconnaissance symbolique, leur inscription dans les récits collectifs et leur accessibilité au public. À l'inverse, dans des contextes comme la Barbade, cette lisibilité est davantage assurée. Que les objets soient institutionnalisés ou issus de pratiques contemporaines, ils sont fréquemment identifiés, intégrés et valorisés. Cette situation n'a pas toujours été ainsi en Barbade. Elle s'inscrit dans une évolution historique qui a été marquée par une politique de respectabilité qui ont longtemps limité la reconnaissance publique de ces héritages. L'historien barbadien Michael Burrows dit que les éléments afro-barbadiens ont été progressivement retirés ou marginalisés de la représentation nationale afin de construire l'image d'un barbadien toujours anglicisé. C'est à partir des années 1970-1980 que plusieurs initiatives culturelles ou intellectuelles ont contribué à transformer ce rapport, notamment avec la création du Yoruba Yard, porté par Elombe Mosli. Donc, ça nous montre que la lisibilité actuelle des objets africains en Barbade est le résultat de processus historiques, sociaux et politiques. Donc, à travers l'analyse que je vous ai livrée et dans ma thèse, donc, il y a plusieurs concepts essentiels. Donc, le premier que j'ai utilisé pour analyser ces dynamiques est la notion de régime de visibilité. C'est une notion qui est issue des travaux de Michel Foucault, qui a été repris par Jacques Rancière pour désigner les modes de distribution du visible et de l'invisible au sein des sociétés. L'anthropologue Christine Chivalon l'a repris dans le contexte antillais pour analyser les politiques de mémoire
et les formes de représentation de l'esclavage. Moi, je l'utilise dans mon travail pour interroger les conditions dans lesquelles les objets africains et afrodiasporiques apparaissent ou n'apparaissent pas dans les espaces institutionnels, publics ou quotidiens. Il est également nécessaire d'interroger leur lisibilité, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ils sont nommés, interprétés et inscrits dans les récits. Dans les contextes antillais, l'absence d'objets africains dans les institutions s'accompagne d'un déficit structurel de lisibilité historique. Ainsi, même lorsque les objets sont présents, leur signification reste partiellement inaccessible, faute de cadres explicites qui permettent de restituer les dimensions historiques, culturelles ou symboliques. Ces régimes de visibilité et de lisibilité ont des effets directs sur les conditions d'accès au savoir. Francis Janson a développé, euh, sociologue, il a développé la notion de public empêché pour désigner les situations dans lesquelles certains groupes sociaux n'ont pas un accès aux ressources culturelles. Donc, pour moi, ça m'a permis d'élargir l'analyse en montrant que l'empêchement n'affecte pas uniquement les publics, mais aussi les objets en eux-mêmes dans leur capacité à être reconnus, interprétés et transmis. Ces différentes configurations participent à une forme de silence que l'on peut analyser en écho aux travaux de Michel Rolf Trouillot en déplaçant la notion de silence des archives vers, euh, vers la matérialité. Le silence des archives, c'est ces travaux. Donc, les objets ne sont pas absents, mais peuvent être rendus silencieux à différents niveaux, par leur invisibilisation, par leur absence de nomination ou encore par le manque de dispositif qui permet de restituer les significations. Donc, cette analyse-là s'inscrit dans une perspective critique mais qui permet d'être attentive aux conditions sociales, culturelles et historiques qui structurent la relation aux objets dans les sociétés caribéennes. Dans la suite de cette analyse, donc, il convient de prolonger le regard pour voir, pour comprendre ce que les objets en eux-mêmes sont susceptibles de produire. Donc, pour cela, je considère que les objets africains et afro-diasporiques constituent des supports actifs de production, donc en me basant sur plusieurs travaux, bien sûr, de transmission et de transformation de savoir inscrits dans des configurations historiques, sociales et culturelles complexes. Donc, par exemple, un ensemble d'objets, euh, un ensemble d'objets a été mis à jour dans un contexte funéraire afrodescendant en Barbade par les archéologues Andler et Lange dans les années 70, qui montrent que certains objets se caractérisent par une densité épistémologique. Donc, c'est le cas de la pipe que vous voyez sur la première photo et du collier. Donc, là, c'est les éléments du collier qui ont été découverts dans ce lieu sur la dépouille d'un obéaman. Un obéaman, c'est un guérisseur. Donc, les études ont montré que la pipe venait du Ghana et que le collier avait été construit selon un modèle similaire que l'on retrouvait chez les hommes de pouvoir au Ghana avec des composantes qui viennent d'Inde, d'Afrique et aussi d'Europe. Les archéologues considèrent que le collier a soit été transporté entièrement constitué, ou soit qu'il a été recomposé sur place avec les éléments qui ont été importés. Donc, leur composition et leur association mettent en évidence les savoir-faire techniques, une inscription corporelle du savoir, du fait que ces objets étaient portés sur le corps de l'Obéaman et qui participaient à la construction du statut social et spirituel. Ils mobilisent aussi des dimensions symboliques et rituelles tout en s'inscrivant dans des formes de mémoire diasporique.
Donc, leur présence dans le cimetière témoigne de relations sociales et culturelles spécifiques qui relient l'individu à une communauté, à des ancêtres et à des systèmes de savoir plus larges. Donc, c'est pourquoi l'ensemble de ces objets renvoie à une pluralité de niveaux de savoir qui s'articulent entre eux. Donc, et par ailleurs, donc, la portée épistémique se rallonge puisque aujourd'hui ces objets sont conservés et étudiés dans les institutions patrimoniales de la Barbade et qui participent à l'élaboration du futur projet du Barbados Heritage District, comme me l'a expliqué donc l'archéologue barbadien Kevin Farmer, qui est directeur adjoint du musée. Aussi, on retrouve une prolongation de ces objets dans les pratiques artistiques contemporaines. Donc, en Barbade, il y a un artiste qui s'appelle Ras Ilix, qui a grandi sur le site du cimetière et qui a participé aux fouilles archéologiques et il mobilise ses références dans ses productions sculpturales. Donc, son œuvre s'approprie ce- la dimension sensible de ces objets et qu'il va réinterpréter comme porteur de mémoire, de spiritualité et de savoir. Alors, euh, je vais pas totalement expliquer cet autre exemple parce que sinon ça va être un peu long, mais les objets recréés dans les sociétés esclavagistes et post-esclavagistes participent également à cette transmission de connaissances. Ils apparaissent comme des vecteurs de savoir dans la mesure où leur fabrication mobilise des connaissances fragmentées, adaptées, contraintes aux matériels qu'ils trouvaient sur place, aux transformations sociales et aux conditions historiques propres à ces périodes-là. Ces deux luttes, donc le banza haïtien et le banya surinamien, ont été fabriqués par des esclaves et donc ils sont présents le premier au musée de la Philharmonie de la musique et le deuxième à Amsterdam. Donc il y a plusieurs chercheurs, plusieurs travaux qui ont développé sur les dimensions cognitives, organiques, musicales, instrumentales, cosmologiques par rapport à ces objets qui renvoient à des éléments qui existaient au Congo notamment. Voilà. Donc, dans les sociétés affectées par la violence coloniale, où l'accès à l'écrit a été restreint et où de nombreux objets ont été détruits, confisqués ou décontextualisés, et qu'on peut nommer ce processus technocide, terme développé par le chercheur Aubryan Damus, de tels objets apparaissent comme des témoins du passé et plus comme des lieux actifs de production de connaissances qui participent à des formes d'intelligibilité propres au monde afro-diasporique. Et comme le Paul Gilroy, donc chercheur qui a travaillé sur l'Atlantique noir, nous rejoignons ces idées en disant que les Caraïbes sont un espace de production intellectuelle à part entière. Donc, l'analyse de ces objets comme support de savoir conduit à interroger les conditions mêmes de production et de transmission de la connaissance et participe à une orientation épistémique spécifique. Du fait du contexte historique marqué par la violence, comme j'ai expliqué avant, les objets peuvent être appréhendés comme des opérateurs de restauration et de régénération épistémique. Ils permettent la réactivation, la recomposition et la mise en circulation de savoirs qui ont été détruits ou altérés. Et cette capacité ne relève pas
euh, ne relèvent pas intrinsèquement des objets, mais bien des relations auxquelles ils participent, que ce soit les pratiques sociales, les usages rituels, les créations artistiques et les dispositifs de médiation. Donc, cette approche s'intègre dans les théories développées dans le cadre des épistémologies du Sud, formulées par exemple, formulées par Boaventura de Sousa Santos, qui invite à reconnaître la pluralité des formes de connaissance et à interroger les hiérarchies épistémiques héritées de la colonialité, ainsi que Aubryan Damus qui a développé lui les notions de pédagogie restaurative et régénératrice. Elle rentre aussi en corrélation avec les travaux de Walter Mignolo sur la colonialité du savoir et la nécessité de penser depuis des positions situées, ainsi que sur les théories du pédagogue barbadien Paul Dash, qui a réfléchi sur la manière d'incorporer les artefacts des aborigènes d'Australie, des Amérindiens et des peuples africains dans les programmes d'histoire de l'art au Royaume-Uni en restructurant les hiérarchies entre art classique et art extra-européen marginalisés. Donc, dans les mondes afro-diasporiques, les objets m'apparaissent ainsi comme une base privilégiée de recomposition des ontologies en permettant de maintenir ou de réactiver des rapports au monde, des cosmologies et des formes de pensée historiquement marginalisées ou délégitimées. Donc la matérialité constitue un support de savoir, un espace de production et de transformation des connaissances. Elle permet aussi d'accéder à des dimensions du réel qui réchappent aux archives écrites en mobilisant des formes de savoir incorporées, sensorielles et relationnelles, rejoignant ainsi les réflexions de David Howes et Tim Ingold sur la connaissance par l'expérience et les pratiques. Je passerai sur les enjeux contemporains de ce genre, de ce type d'études. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez m'envoyer un email. Mais voilà, il y a des enjeux comme ceux de la réparation, des enjeux identitaires ou sociaux. Donc, pour conclure, à travers l'avancement de ma recherche, je démontre que les objets africains et afro-diasporiques ne peuvent être réduits à un simple patrimoine symbolique. J'interroge leur régime, les différents régimes dans lesquels ils sont placés, puis je les envisage comme possédant une forte densité épistémologique, mettant en évidence le rôle des dynamiques de connaissance au sein des sociétés caribéennes. Donc cette recherche, donc j'ai mené plusieurs enquêtes de terrain, j'ai fait plusieurs déplacements, j'ai également participé à des manifestations scientifiques internationales et dans quelques temps, euh, euh, cela va donner lieu à la publication d'un chapitre pour un ouvrage collectif consacré aux pédagogies restauratives et régénératives, ainsi qu'à une publication d'un acte de colloque sur les réparations liées aux violences dans la Caraïbe post-esclavagiste. La suite de ma recherche, ça sera de faire un terrain en Afrique afin d'approfondir les sources figuratives techniques et cosmologiques du Tiban et des objets de Newton qui sont mes objets corpus de ma recherche. Voilà, pour mieux comprendre tout processus de transformation, recréation, circulation de savoir entre l'Afrique et les Caraïbes. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Donc, Flore, c'est comme pour la précédente intervention, c'est extrêmement riche et il est regrettable de devoir vous contraindre finalement à accélérer votre intervention.
Je voulais, c'est un travail vraiment qui me semble déjà très approfondi. En quelle année de thèse êtes-vous actuellement? Là, je vais finir ma troisième année. Votre troisième année, d'accord. Bien. Et donc vous avez déjà envisagé donc des publications tout au long de votre thèse. J'avais pas envisagé, mais la directrice de thèse en Martinique, c'est elle qui avait proposé de participer au colloque et ensuite d'écrire un acte de colloque. Et ensuite, concernant l'ouvrage collectif, c'est un chercheur qui m'a proposé de d'écrire ça parce que voilà, il trouvait que mes recherches correspondaient au aux recherches du collectif. D'accord. Je ne sais pas si Oui, quelqu'un si on arrête le partage est arrêté, si quelqu'un veut poser oui, une question, oui, s'il vous oui, bonjour. plaît. Bonjour Flore, je ne sais pas Bonjour. si je pense qu'on s'était croisés à un ou deux séminaires. Je voulais juste, enfin, je voulais faire un petit commentaire et puis poser une ou deux questions. Premièrement, je voudrais vous mettre en relation parce qu'il y a Christina Hurdubaia qui est là, qui est ma doctorante et qui travaille aussi sur les objets de la diaspora roumaine. Donc, la problématique n'est pas identique, mais elle est semblable, proche. Donc, je voulais juste signaler ça. Vous pouvez vous mettre en relation et éventuellement faire, je sais pas, créer une petite dynamique autour de cette problématique au Plidam. Tout est envisageable. Ça, c'est... Et moi-même, je travaille sur les objets, mais encore dans une autre optique. Mais enfin, disons il y a une tendance thématique qui est intéressante d'exploiter et de nouer des collaborations. Bon, il y a plein de choses à dire. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de Carlo Severi. Peut-être qu'il faudrait ajouter cela à votre support méthodologique et théorique. Donc, c'est un anthropologue de l'EHESS qui a enseigné jusqu'à il n'y a pas très longtemps et qui a développé toute une théorie de l'anthropologie de la mémoire en pensant que les objets, la matérialité est support de mémoire. Et voilà, je vous recommande. Après, il y a aussi tous les programmes autour des musées. Il faut regarder la liste des séminaires et c'est pas seulement pour aller en séminaire, mais voir la bibliographie de ceux parce qu'il y a toute une liste, tout un programme d'études à l'EHESS autour de la restitution des biens. Mes deux questions étaient plutôt, vous parlez de visibilité, lisibilité. Les exemples que vous donnez, euh, disons, concernent les musées ou les fondations ou les expositions, etc., etc. Donc, je ne sais pas si toute votre thèse, toute la problématique est orientée sur ça, mais si c'est le cas, je pense que ça serait utile d'introduire la problématique de l'usage public, ou en tout cas des politiques publiques. Parce que c'est une chose, on peut parler de visibilité aussi dans la vie publique, dans la vie domestique, ou je sais pas, c'est une autre forme de visibilité, ou en tout cas d'autres pratiques. Donc ça, c'est un aspect, d'où aussi la question de la lisibilité. Si elle est traitée dans les musées, dans les objets exposés, euh, on- je sais pas, on a l'impression que vous attendiez que les autorités rendent lisibles les objets, ce qui est un aspect des choses. Mais si on parle de lisibilité dans la vie quotidienne, là, il n'y a pas de signification qui vient d'en haut. Elle est, elle existe ou elle n'existe pas. Donc, c'est d'autres mécanismes de construction
de la signification. Donc, ça, c'est la première question. Est-ce qu'il s'agit de visibilité dans le sens d'espace public? Et deuxième question, c'est, vous parlez de l'ère caribéenne. Est-ce qu'il faut la, parce que j'ai vu, vous avez parlé de la Jamaïque, de la Barbade, de la Guadeloupe, etc., etc. Donc, euh, est-ce qu'il faut la prendre comme un tout? Peut-être que oui, hein, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Est-ce que l'ère caribéenne, ou est-ce qu'il faut, enfin, faut limiter son terrain à un de ces pays? Je sais pas. Voilà, c'est deux questions que j'aurais aimé vous poser. Alors non, dans ma thèse, moi, je me concentre sur la Martinique et la Barbade. Après, il y a des éléments, des exemples sur Cuba, Jamaïque ou la Guyane, parce que ça vient apporter justement une précision et on comprend que il y a vraiment une différence entre territoires, mais qu'il y ait des objets qui ont circulé, recréés, que c'est pas la recréation où la circulation n'appartienne pas à seulement deux territoires. Après, là, c'est une présentation de 30 minutes, donc c'est vrai que ça peut paraître éparpillé les exemples, mais D'accord. moi, je me concentre quand même sur deux corpus d'objets euh, essentiellement. Donc le D'accord. Tiban à Martinique, Guadeloupe, parce que Tiban c'est présent sur les deux îles et c'est deux îles qui sont très liées en fait, hein, où il y a beaucoup Mhm. de similarité par rapport à toutes ces dynamiques. Et puis après sur l'ensemble des objets trouvés au cimetière Newton sur l'Aubé-Haman, donc le collier et la pipe. Il y avait aussi d'autres objets qui ont été retrouvés sur lui, mais je trouve que se concentrer sur la pipe et le collier, c'est assez bon. Ça, c'est bien. D'accord. Il y a une Oui. série, c'est-à-dire vous dites que pour la pipe, par exemple, c'est une série ou c'est juste cet artefact-là? Il y a une série de pipes, c'est ça que vous voulez dire? J'ai Alors pas sur compris. l'Obéaman, non, sur l'Obéaman, il y a d'autres objets qui ont été retrouvés, des D'accord. bracelets, mais là, moi, je vais me concentrer seulement sur la pipe parce que c'est une pipe vraiment qui, elle, pour sûr, elle a été importée, donc elle n'a pas été faite, elle n'a pas été recréée en Barbade, mais elle vient bien du Ghana. Et le collier, lui, qui est en partie africaine, donc je trouve que c'est intéressant. Et voilà, je me concentre sur ces deux objets pour la Barbade et sur le Tiban pour la Martinique. D'accord. Ok, donc vous prenez en fait des études de cas, hein, c'est pas des séries. Vous prenez, c'est ça, c'est pas des séries d'objets, si je comprends bien. Non, je m'arrête parce qu'après, ça C'est serait un beaucoup objet trop. c'est un objet considéré comme représentatif. Voilà, mais après, D'accord. je fais des références à d'autres objets, justement. Mais le corpus cœur, c'est des objets. Après, je trouve que c'est important de faire d'autres références pour montrer qu'il n'y a pas seulement que deux objets de ce type qui existent et qu'il y a plein de types d'autres objets, de variations. Mais je peux pas tout faire dans le cadre de cette thèse. Donc, voilà. Bien, Flore, je vous remercie je crois Oui. que il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, mais nous n'avons plus Oui, beaucoup oui. de temps. C'est la question sur l'espace public. Je pense que ça, vous pourriez peut-être répondre directement si vous souhaitez le faire par mail. Et je me rends compte, suite à ces deux interventions, que c'est un peu délicat finalement d'avoir deux interventions dans une séance du séminaire doctoral et qu'il serait certainement préférable de faire une seule intervention que l'on pourrait en effet écouter in extenso et donc ensuite réellement poser des questions et dialoguer
et par ailleurs, pour les doctorants, je pense que ce serait très important parce que il manque effectivement cet espace où les doctorants peuvent exposer leurs travaux, si ce n'est au comité de suivi individuel. Mais bon, ça, c'est des conditions qui sont un petit peu différentes. Et là, je pense que le séminaire doctoral serait un très bon lieu pour réellement dialoguer avec les autres membres de l'équipe. Et comme nous venons de voir et d'entendre, ça peut donner en fait des pistes ou des perspectives ou des rattachements auxquels on n'a pas forcément pensé. Et c'est à ça que sert aussi évidemment un séminaire doctoral. Par exemple, Madalina a parlé des séminaires dans les musées qui concernent beaucoup la restitution, justement. Bon, c'est un terme que je n'ai pas entendu dans votre exposé. Je ne sais pas si d'une manière ou d'une autre vous envisagez cette question. Par exemple, quand vous parlez de l'absence, de l'invisibilité, etc., on peut aussi penser évidemment à des spoliations et à des désirs de restitution aussi, de demande de restitution d'objets, surtout quand on voit que certains objets se retrouvent justement dans des musées qui sont la France ou Amsterdam ou ailleurs, et on pourrait penser que ça pourrait aussi finalement être concerné par ces questions de restitution et à quel niveau, etc. Voilà. Donc Flore, encore une fois, je suis désolée de devoir donc abréger cette séance, de même que je suis désolée pour notre collègue Roberto Danino d'avoir dû aussi interrompre rapidement. Mais je pense que le dialogue peut continuer entre vous, c'est-à-dire que ça permet justement à chacun de vous de prendre connaissance de façon synthétique des travaux et de pouvoir entrer en contact pour des dialogues ou d'autres perspectives dans le futur. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne continuation, donc à vous, Flore, pour Merci. votre thèse. Et puis, Roberto, donc, cher collègue, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour travailler autour de cette langue basque. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Et Au merci. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bien.